Bonsoir. Un grand merci à l'IMA et au CAREP pour l'organisation de ces journées. Que dire à cette heure qui n'a pas déjà été dit? Un point me hante. L'année terrible qui vient de s'écouler a mis en évidence au moins une vérité criante, une vérité terrible, l'inégale valeur de la vie humaine sur la scène internationale. Nous le savions bien sûr, ne serait-ce qu'à travers des échanges de prisonniers palestiniens et israéliens, dont le ratio transposait cette vérité que la vie d'un arabe ne vaut pas au même degré que d'autres vies. Elle ne s'échange pas sur une même base. Depuis un an, cette vérité brutale s'est imposée, y compris à ceux d'entre nous qui adhéraient encore à une forme de progressisme sous l'égide d'un modèle démocratique occidental proclamant l'universel, ce modèle démocratique dont on escomptait la généralisation après les révolutions arabes, ainsi qu'il a été rappelé dans le premier panel. Je ne fais là que reprendre les termes d'une désillusion qui s'est exprimée jusque dans les milieux intellectuels arabes les plus acquis jusque-là au modèle de la transition démocratique ou encore au modèle de la réforme dont on débat depuis la Nahda et qui serait toujours indispensable au monde arabe. Ces hommes, ces femmes ont aujourd'hui largement le sentiment d'avoir été trahis, floués dans leur foi universaliste. Une page se tourne. Or, il y a un habillage civilisationnel de ce déni de justice, de cette hiérarchie assumée des vies humaines et de la dignité. Le couple civilisation-barbarie, comme à l'ère des Lumières, est brandi de toutes parts, et les dirigeants israéliens en particulier n'ont de cesse de renvoyer l'ensemble des Arabes ou des gouvernants arabes à la barbarie. Cette stratégie est claire. Mais il s'adosse, ce faisant, à une forme d'acquiescement plus générale, plus diffuse. Et c'est bien là qu'est le fond du problème. Dans le renvoi d'une partie au moins des Arabes, sinon de tous, à une infra-civilisation. L'inégalité, l'asymétrie se transcrivent aujourd'hui dans les termes obsolètes de la civilisation, plus encore que dans un conflit de civilisation au pluriel. C'est la civilisation, ce n'est pas le modèle de Huntington qui supposait au moins des civilisations en conflit, mais dans un même plan. L'argument central se resserre donc autour d'un enjeu de la barbarie. Mais l'élément nouveau, par rapport à des décennies de mise entre parenthèses, tant de la question palestinienne que de la question de la place des Arabes sur un curseur de la civilisation, l'élément nouveau, c'est que cette histoire s'énonce enfin clairement et publiquement comme une colonisation. C'est une évidence, certes, pour les Palestiniens et même pour les citoyens arabes, mais un tabou du discours public français interdisait de penser la fondation d'Israël sous ce jour. Le découpage impérialiste du monde au XIXe siècle et au début du XXe siècle fait donc retour dans les débats, sinon dans les analyses. La problématique coloniale de la naissance d'Israël, son contexte, son moment ou son momentum colonial, une question jusque-là plus ou moins bannie de la conversation publique au Nord, ressurgit donc de manière explicite et s'énonce actuellement de manière franche. Et l'occupation coloniale de la Palestine donne lieu de manière surprenante, ainsi que Gilbert Achcar l'a rappelé ce matin, à une lecture immédiate, solidaire à travers le monde, puisque quantité de nations anciennement colonisées s'y retrouvent, alors qu'elles semblaient jusque-là indifférentes ou silencieuses, ce qui amène au passage à s'interroger sur la question de l'oubli comme réserve. Et même de la part d'une nation qui fut elle-même et combien colonialiste et impérialiste, l'Espagne, on est surpris de voir à quel point l'empathie est immédiate, mais aussi la lecture historique est immédiate. Enfin, la réminiscence se fait également, comme vous le savez, avec d'autres situations génocidaires, en Namibie avec les Herero et les Namas. Plus récemment, les peuples autochtones américains ont exprimé un soutien. Ces histoires se relient donc d'un trait par les acteurs solidaires au présent, de manière transversale. Mais l'histoire fait aussi retour de manière plus souterraine avec un ensemble d'implicites politiques relatifs aux sociétés arabes. Et là, j'entre plus résolument dans une perspective historienne qui est, j'allais dire malheureusement, ma seule force de proposition. Il y a une portée subversive de l'histoire, comme le disait, je crois, hier Sir Aziz. On peut résumer ces implicites par ce que j'appellerais une topique de l'État voyou. Le déclassement de tant de vie humaine, de vie arabe en l'occurrence, sans nom, sans visage, sans valeur intrinsèque, serait la conséquence, dans cette perspective,
de l'indifférence des dirigeants politiques arabes eux-mêmes, des régimes politiques arabes confrontés à leur propre population, dont la vie ne compterait pas à leurs yeux. C'est là un lieu commun, ce moindre prix de la vie, ce peu de cas que l'on fait des sujets dans le monde arabe, dans ces régions despotiques. Qu'est-ce qu'un État voyou, pour reprendre la formule de Derrida, elle-même empruntée à la théorie politique américaine, au moins depuis l'époque de Reagan et en fait bien avant? L'assignation historique de l'Orient au despotisme, comme il est bien connu, remonte à l'Antiquité grecque, la Grèce étant opposée à l'Orient barbare, mais elle s'est déclinée en réalité sous plusieurs modèles ou plusieurs formes. À l'époque moderne, entre les XVIe et XVIIIe siècles, qui est une période clé de despotisme, de théorisation du despotisme en Europe et par l'Europe, comme il est bien connu, l'Empire ottoman a figuré cet Orient au premier chef. C'était le cœur ou l'illustration type du modèle despotique. Et on décrivait une machine écrasante qui broyait ses propres sujets, mais une machine puissamment ordonnée. Or, à cet appareil d'État redoutable et puissant, nous avons oublié qu'il était opposé, à cette époque, un despotisme beaucoup plus brouillon, plus proche de l'anarchie, de la tyrannie, avec des formes de gouvernement erratiques, instables, sanguinaires, qu'illustraient notamment les États dits barbaresques, c'est-à-dire le Maghreb actuel. Des États dont les gouvernants asservissaient leur propre peuple, mais surtout faisaient peu de cas de leur vie, et agissaient comme des hors-la-loi sur le plan international. Les barbaresques pillaient les mers, harcelaient l'Europe de cette façon, ils attaquaient les bateaux, comme les Houthis actuels, ils barraient les routes maritimes, ils faisaient des captifs qu'ils rendaient contre rançon ou qu'ils asservissaient. Le caractère réciproque de toutes ces pratiques étant mis de côté, l'Europe, car l'Europe n'était pas en reste, on en a fait des terroristes avant la lettre, si on veut, rock states. Le chant des Marines américains, aujourd'hui encore, fait référence au rivage de Tripoli, en écho aux guerres conduites par les États-Unis contre cet État dans les toutes premières années du XIXe siècle, au nom de la liberté sur les mers. Et donc ce modèle durable du rock state, de l'État voyou à certains égards, il continue d'imprégner toutes les représentations occidentales de l'État dans le monde arabe et les représentations des milieux dirigeants. Ce n'est pas le despotisme turc qui a surnagé au fil du temps. Ce qui renaît aujourd'hui, c'est bien cette forme fantasque de tyrannie appliquée au monde arabe, avec ses dirigeants corrompus et voleurs, mais aussi instables, imprévisibles, auxquels ni leur peuple, ni leurs intellectuels occidentaux n'auraient pu se fier. On sait à quel point cette topique s'est imposée à propos de Saddam Hussein, mais elle venait de plus loin, et elle affleure à l'heure actuelle, au-delà du seul Hamas ou du Hezbollah. On voit donc renaître plusieurs schémas historiques, parfois explicites, parfois tacites, qui expriment la fracture et l'incommensurabilité, ainsi que l'infériorité ontologique en quelque sorte. Et à tous ces dénis d'égalité, les sociétés arabes se confrontent de manière d'autant plus problématique et douloureuse qu'elles peuvent elles-mêmes les cautionner, y adhérer dans une certaine mesure au moins, en intériorisant un échec politique collectif notamment. Au-delà de la question de est-ce que Hamas ou Hezbollah sont barbares, il y a tout le problème lancinant de jusqu'à quel point sommes-nous restés barbares ou voyous ou simplement en échec. Il y a cette question récurrente qui a été largement évoquée ici d'une autocritique dans l'illusion d'une auto-saisie. C'est sur ce plan que les historiens, historiennes et tous les spécialistes de sciences sociales ou penseurs détiennent une responsabilité de plus en plus cruciale. Nous ne sommes pas toujours audibles sur le plan d'une intervention immédiate, d'une interpellation. Et pourtant, un travail de fond nous revient. Une responsabilité est la nôtre qui consiste à détisser toute cette incommensurabilité et à rebâtir les conditions même d'une égalité qui commence non pas seulement par l'égalité de la vie humaine, de la valeur humaine indivisible, puisque ce point reste inaudible, reste lettre morte, mais par une égalité des sociétés au moins au regard de l'histoire. L'effervescence et la vitalité que ces deux journées ont mis en exergue, entendent mettre en exergue comme phénomène du présent, est à réhabiliter aussi comme la trame du passé, en révoquant pour commencer toute assomption de faillite ou d'échec spécifique, je dis bien spécifique, des sociétés du monde arabe. Il s'agit donc de prouver la parité, l'égalité,
mais aussi la ressemblance, l'identité par rapport à d'autres histoires. Adopter une vue transversale. Il me semble en effet qu'on est dans un moment où, ne serait-ce que tactiquement, il faut se penser dans le monde et comme le monde. Mais comment parler au monde, comment se prouver égal au sein de rapports si inégaux? Il peut sembler contre-intuitif de vouloir penser le général plutôt que le singulier dans ce moment, et l'universel plutôt que le spécifique. Et je reviens sur cette question de l'universel qu'a notamment soulevé Esma Lemrat. Le monde arabe ou les mondes arabes ont plutôt pensé leur rapport à l'Occident, et plus généralement leur rapport au monde, sous le signe d'une spécificité réaffirmée, ou dans l'affirmation d'une singularité, par la défense de la langue arabe, notamment dans les périodes d'affirmation nationale et de décolonisation, mais ça a été le propre historiquement de tous les moments d'affirmation nationale partout dans le monde. Tout nationalisme, où que ce soit, amène à ce rapport vertical à soi-même. Et c'est dans le cadre de ce rapport largement autocentré qu'on débat notamment de réforme des textes sacrés, de réforme des sociétés, voire d'une malédiction historique avec, comme toujours, la topique éternelle du despotisme congénital. L'injonction à la réforme, cet altruisme, a été un maître mot pour les penseurs arabes et elle le demeure. Autrement dit, depuis le XIXe siècle, les penseurs arabes se renvoient eux-mêmes à une forme d'horizon réformiste comme préalable à leur pleine intégration au monde, disons civil pour ne pas dire civilisé. La question que j'aimerais soulever ici est celle d'un dépassement de cette perspective réformiste progressiste, qui mène toujours à un enfermement pour réhabiliter, à l'inverse, une présence arabe au monde déjà là, une présence dans le monde déjà là. La perspective réformiste progressiste, en réalité, ne fonctionne pas. Elle est toujours asymptotique, c'est-à-dire que l'horizon recule toujours, comme si on était perpétuellement en transition, dans les limbes. Il n'y a pas assez de démocratie, il y a trop de corruption, pas assez d'égalité de genre, ce qui est vrai, ou largement vrai. Mais on retombe constamment de la sorte sur une assignation à l'autosaisissement, sur une remise en cause comme condition, comme préalable d'une pleine intégration au monde et d'une parité avec l'autre. Non que l'autocritique soit inutile, au contraire, mais elle débouche sur une circularité et, j'y insiste, c'est une entrave constante à être égaux dans le monde. Non seulement l'idée d'un retard historique persiste, mais je crains qu'il persiste dans la pensée présente une forme plus ou moins exprimée de latence, l'idée d'une exigence civilisationnelle nécessitant toujours une forme de mise en conformité, et l'exigence est aussi impérieuse lorsqu'il s'agit de se conformer aux critères d'un hégémonisme occidental. Je reviens sur l'exemple des féminismes, où là, la session d'hier était absolument magistrale pour cette démonstration. De se conformer donc aux critères d'un hégémonisme occidental que de se conformer à une grandeur arabe révolue. Donc cette verticalité, cette en soi, me semble être un piège, et de manière sans doute contre-intuitive, il me paraît opportun, dans le moment présent, de donner à voir des sociétés arabes moins spécifiques, de lire davantage les transversalités et d'investir politiquement ces transversalités dans un moment où des solidarités se dessinent. Or, il y a deux façons au moins de s'inscrire dans le monde sur la base d'une parité, d'une valeur égale, par le critère de l'universel d'une part et par le critère du même d'autre part. Premier point, dans la production réflexive récente sur la question de l'universel, on a noté que les penseurs arabes et du monde arabe sont au fond très peu présents, alors que l'universel occidental hégémonique est actuellement opposé à un diversel, à un pluriversel, à un universel latéral dans les Suds, ces projets décoloniaux qui ont été également évoqués en panel. L'implication théorique des penseurs arabes s'avère assez impalpable dans ces débats, symptôme peut-être de ce que je viens de décrire, la priorité donnée à un retour sur soi, à une réflexion verticale. Mais comme l'a rappelé le panel d'ouverture, il y a eu un moment récent au cours duquel une langue universelle
a directement émané des sociétés arabes ou de culture et langue arabe. Je n'y mets pas d'essence, vous l'aurez compris. Le premier de ces moments a donc été celui des révolutions. Pour une fois, des mots d'ordre, des notions universalistes émanant d'acteurs arabes ont fait le tour du monde, ont parlé au monde. Pour une fois, une langue commune, universelle, se faisait entendre sous le nom arabe. Elle a initié divers espoirs dans le monde et divers mouvements contestataires ou révolutionnaires au-delà du monde arabe. Souvenons-nous de Wall Street ou des indignés. Et on a dit à quel point cet élan universaliste a été étouffé au nom de l'institutionnalisation d'une transition démocratique qui a fini par raviver le trope de l'inachèvement. À rebours, à l'inverse, la tragédie de Gaza et l'extension de la guerre au Liban portent peut-être en elle, dans la douleur, l'articulation d'un universel. En contrepartie au soutien actif ou tacite à Israël, nous avons observé, comme je l'ai rappelé brièvement, des formes de solidarité inédites partout dans le monde au nom de l'égale valeur de la vie humaine, comme d'un combat anticolonial, Espagne, Japon, Norvège, campus américain, et non pas seulement un Sud global, Afrique du Sud, Sénégal, Indonésie. Alors, un optimisme excessif n'est certes pas à l'ordre du jour, mais je vous rejoins sur cet optimisme, mais ces démonstrations solidaires et à l'échelle du monde donnent à voir une possible sortie de l'obsidionalité et de vraie transversalité. On se souvient certes des solidarités internationalistes qui ont eu cours à l'époque de la guerre d'Algérie, une mobilisation qui a largement disparu de nos mémoires, on peut le dire. De manière bien plus large, on ne perd rien, on gagne au contraire à rappeler tout ce qui inscrit une histoire arabe dans le monde, non pas sur le mode de l'autoglorification et moins encore de la grandeur civilisationnelle, mais sur un mode, je dirais, presque ordinaire, surtout pas héroïque, en pensant à ce qu'a dit Fadi Bardawil hier sur ses pratiques par le bas, sur un agir dans le monde. Les sociétés se ressemblent furieusement entre elles. Et puisque l'invocation du droit international ne marche pas, puisque l'invocation de notre commune humanité ne suffit pas, un commun possiblement opératoire est tout simplement celui de l'histoire qui, je le répète, n'exclut pas l'autocritique, le débat interne. L'histoire permet en effet une démonstration du même ou du semblable et elle réhabilite par là l'égale dignité des acteurs, fût-ce dans leur moment d'indignité, l'esclavage, les fureurs coloniales. Cette histoire-là, indigne, fut arabe aussi, mais sans malédiction et sans fatalité spécifique. Impérialiste, l'histoire arabe l'a été, comme d'autres, inique comme d'autres, et en quoi l'esclavage était-il spécifique? En quoi l'inégale condition des minoritaires confessionnels était-elle spécifique au regard d'autres histoires, au regard de l'histoire du monde? À se comparer, on ouvre de toute autre perspective. Et il n'est pas de sens à refuser de se comparer, comme on l'a entendu notamment au moment des révolutions arabes, où beaucoup d'acteurs de terrain s'offusquaient de ce que l'on cherche des comparaisons avec d'autres révolutions. Je comprends cette réaction. J'ai été moi-même très critique, j'ai même écrit des articles là-dessus, j'ai été très critique à l'égard des comparaisons historiques qui procèdent souvent d'une violence asymétrique, d'une assignation. Mais on peut aussi s'emparer de la comparaison et la retourner contre quiconque prétend hiérarchiser les sociétés au nom de leurs accomplissements ou de leur manque, des manques des concepts par exemple. Quel est le concept pour dire, ainsi que tu l'as évoqué, Hassan? Il y a des comparaisons subies de l'ordre de l'intimidation, qui ramènent effectivement au manque, au défaut, qui infériorisent l'interpellé par leur formulation même, ou le déstabilisent. Et puis, il y a une comparaison libératrice, réponse du berger à la bergère, dont nous pouvons nous saisir et qui lève au moins certaines hypothèques. Un exemple très rapide, certainement cavalier, je sors d'une longue enquête sur les harems et sur l'ample phénomène des femmes ou des hommes donnés à un sultan ou à un patron, et je n'ai cessé de constater à quel point ce phénomène d'oblation pouvait être comparé, par exemple, avec celui des enfants innombrables ou des adultes donnés à des couvents dans le monde occidental, voire au phénomène des gens qui se donnaient eux-mêmes, voire se donnaient comme esclaves. Harem, couvent, sans réifier cette comparaison, elle fait réellement sens en termes d'histoire sociale et elle déspécifie
les différences. Ces différences sont d'ailleurs soumises à un questionnement radical aujourd'hui dans la recherche historique. Par exemple, on a toujours le présupposé de monde islamique très statique, alors que le phénomène à lui seul du pèlerinage de la Mecque brassait les gens de manière absolument considérable et déterminait des quantités d'existence dans un mouvement quasiment constant. On continue de percevoir comme une exception un grand voyageur arabe du type Ibn Battuta, mais combien de marchands anonymes allaient jusqu'à l'océan Indien ou plus loin. Je ne développerai pas ce point, mais il me tient à cœur. Il y a un rapport capillaire ordinaire au monde, un cosmopolitisme par le bas, qui doit être réévalué pour différentes époques, dans toutes ses conséquences, parce qu'il décrit d'abord une capacité des sociétés arabes, capacité parfois brutale et conquérante, lorsqu'il s'agit par exemple de commerce d'esclaves, mais aussi cette considération rhizomatique en quelque sorte amène à envisager les sociétés arabes comme d'emblée métisses, brassées, diverses, et cet éclectisme structurant a été rappelé, une société arabe en même temps berbère ou amazigh, noire, chrétienne ou juive, et je ne parle là que depuis le Maghreb. Alors, qu'il y ait eu dans ces cohabitations beaucoup de violence et de domination n'est pas douteux, certaines discussions l'ont rappelé, mais en quoi était-ce spécifique, particulier au monde arabe? Revenons sur l'idée de blocage singulier, l'idée que tant qu'on n'aura pas réglé la question des femmes ou la question du rapport à l'esclavage, la question du corps ou celle de la démocratie, etc., alors on sera en quelque sorte empêché dans le concert des nations. Chacun de ces arguments s'avère en soi bien peu spécifique. L'histoire de l'esclavage, pour suivre ce fil, a concerné le monde entier. Les sociétés arabes ont un travail de mémoire à engager sur ce plan, mais comme d'autres sociétés contemporaines, occidentales ou non, et au même degré. Ce sont donc des questions brûlantes, importantes, mais qui font sens sur un plan global, et non pas envisagées seulement dans un rapport de soi à soi, et comme un stigmate. La question des femmes elles-mêmes, argument à charge par excellence, ne résiste pas totalement à la comparaison. La polygamie a été historiquement majoritaire dans les sociétés humaines, ce qui ne veut pas dire que je l'approuve, bien sûr. Mais c'est une réalité, elle n'est pas spécifique au monde arabe, et même l'Europe a connu des acceptions assez criantes de polygynie qui étaient socialement avalisées et consacrées. Et même au présent, on observe, on constate à quel point les sociétés occidentales elles-mêmes marchent en crabe sur la question emblématique des femmes et des minorités sexuelles, avec aux États-Unis ou en Europe diverses remises en question du droit à l'avortement ou du droit au mariage indifférencié. Je pense aussi à la question queer évoquée hier. Il y a là des homothéties qui ne sont pas fortuites et qu'on peut analyser en tout cas sur le mode de la continuité et du même. Et je me réfère sur ce plan à une grande penseure, Fatima Mernissi, qui, à sa manière tonitruante, a renvoyé à l'Occident un miroir de lui-même en dénonçant un harem occidental, un harem dans la tête notamment, invisibilisé. Déceler l'évidence du même, donc, le mettre au jour, mettre des mots sur une histoire semblable. Et déspécifier de la sorte, ce n'est pas seulement une provocation militante, c'est aussi une façon de décoloniser l'histoire, car à changer l'échelle de nos questionnements, tout bascule, et tout bascule pour révéler d'autres prises, au sens où il faut une prise pour lever un obstacle. Et donc, sur la base d'une vision du monde moins culturalisée, moins culturelle et culturellement fractionnée, sur la base de sociétés plus égales ou homothétiques, semblables entre elles, ce qui est en jeu, c'est aussi de retrouver un rapport endogène du monde arabe à l'universel. Si l'universel, en effet, est le critère de la civilisation, s'il est l'absolu d'un droit à la considération générale, qu'à cela ne tienne. C'est peut-être pour moi une fascination personnelle, mais l'éthique des rois, la littérature sultanienne, les miroirs des princes, que mon voisin connaît bien, c'est un corpus dont la puissance universaliste n'est plus à démontrer. Il y a là un trésor endogène, aujourd'hui sous-évalué ou méconnu, à redécouvrir, à réinterpréter. L'universel n'est pas à conquérir, il n'est pas un horizon à attendre, c'est au contraire un acquis, un héritage, un torath, des cultures arabes, islamiques, trop souvent méconnues.
Certes, ce n'est pas un corpus homogène. Nombre d'ouvrages de conseil aux princes ont aussi prôné l'obéissance au sultan, le primat de l'ordre sur l'anarchie, la soumission. On peut en faire une lecture qui va dans un sens despotique. Il n'empêche qu'il vise une forme d'universel intemporel et transculturel. Et la métaphore du troupeau qu'évoquait Ayad Ben Achour n'est pas spécifique aux sociétés islamiques, d'une part, et elle n'est pas toujours synonyme de despotisme, ni de despotisme religieux, a fortiori, d'autre part. D'une extrémité à l'autre du monde islamique, il s'est développé, avec cette littérature sur le bon gouvernement, sur le gouvernement juste, des vérités sur le juste et l'injuste, sur le droit des faibles face aux puissants, sur les débordements du fort sur le faible, dhulm, istibdad, et ces morales politiques imprégnaient aussi les contes ou les chroniques locales dénonçant la répression. De cette littérature, j'ai retenu il y a longtemps le motif emblématique du divan des rois du monde qui se retrouvent pour deviser entre eux sur un plan égal, donc une égalité des grands de ce monde, certes sous l'égide d'un sage parmi les sages. Alors, on peut y voir un rappel bien dérisoire face à l'impuissance des institutions internationales présentes. Certainement dérisoire, mais nous sommes forts philosophiquement, éthiquement, de cette assurance historique que l'universel n'est pas un principe qui devrait nous être inculqué et auquel nous serions étrangers. C'est cette isonomie du monde qu'il faut retrouver pour l'heure et brandir, ce rapport isonomique au monde qui est aujourd'hui nié, ignoré ou bafoué. Et je pense aussi au Congrès des civilisés de Mohamed Tazrout, ce penseur algérien kabyle mort au Maroc, qui a été le traducteur d'Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident. C'est un congrès imaginaire de tous les civilisés par lequel il illustre ce même principe d'égalité. L'universel n'est donc pas un concept auquel nous serions étrangers, comme une ligne de faille, et pour cette raison, je m'éloigne un peu de la perspective de Souleymane Bachir Diagne, par exemple, lorsqu'il définit un universel latéral comme une projection, comme un horizon à construire. Un chantier, oui, pour reprendre sa terminologie, mais pas un horizon au loin, car cet universel est déjà là, j'y insiste. Il s'agit plutôt de récupérer cet héritage pour retrouver foi dans l'avenir, mais surtout pour faire valoir un droit universel à la justice, autre rapport au Turath. À l'exceptionnalisme occidental, nous pouvons répondre point par point, nous pouvons répondre par un réfléchissement. Pour autant, il ne s'agit pas seulement d'une vision spéculaire, d'une démonstration spéculaire, coup pour coup. Bien sûr, il y a une logique percutante à mettre en regard la Shoah et la Nakba, par exemple, Nakba historique ou Nakba présente. De cette spécularité terme à terme, les acteurs concernés s'emparent sans attendre notre permission, bien sûr. Mais elle n'est pas exactement ce que l'historien ou l'historienne peut avoir à l'esprit, a fortiori lorsqu'elle amène à télescoper des périodes historiques différentes. L'enjeu est plutôt, selon moi, de restituer la contemporanéité des sociétés, leur cotemporalité entre elles. Par exemple, est-ce que l'autoritarisme arabe des 20e et tristement du 21e siècle, est-ce que cet autoritarisme est l'héritier d'un despotisme séculaire? Il me semble qu'on ne peut pas ignorer ces parentés criantes avec les pouvoirs charismatiques de tous ces chefs d'État européens qui, aux mêmes époques, partout dans le monde, se sont imposés comme des sauveurs, y compris par la dictature. Je pense bien sûr au pouvoir fasciste européen des années 30, mais plus tard, les dirigeants arabes ou turcs du XXe siècle peuvent être comparés aussi bien à Franco, à Tito, à De Gaulle, que sais-je. Et cette horizontalité, elle disparaît lorsqu'on resserre la visée sur le seul monde arabe ou au mieux sur le tiers-monde. Et donc il s'agit de démonter cette vision monadique qui conduit à la barbarisation durable et récemment réactivée de certaines sociétés. Sur ce point, pour conclure, on peut invoquer l'ouvrage tonique de Louisa Yousfi, « Restons barbares ». Louisa Yousfi, que je considère ici comme penseur arabe, si elle admet cette invitation, à la suite de Kateb Yassine, elle nous invite à rester barbares, c'est-à-dire à rester ce que nous sommes, face à un Occident qui entend nous civiliser, nous assimiler, face à ceux qui nous enjoignent de renoncer à nous-mêmes et devenir comme eux.
C'est le fond de son argument. Or, pour lui répondre, je dirais que nous sommes déjà comme eux et qu'ils sont déjà comme nous, pour le meilleur et pour le pire. Cela peut s'entendre au passage comme barbariser le barbarisateur. À Edouard Saïd et Gilbert Achcar, questionné par Mounira Chapti, l'a exposé tout à l'heure. À Edouard Saïd, il a été adressé diverses critiques, la critique majeure étant celle de sa construction symétrique et inverse d'un Occident. Bon, l'actualité politique de Saïd s'impose plus que jamais, mais effectivement, l'histoire globale, pour ne retenir qu'une seule des tendances récentes de l'histoire, nous invite à dissiper l'illusion de toute binarité tranchée, de tout en soi, pour restituer l'intrication et la consubstantialité des sociétés dans le monde. Et de manière au moins tactique, j'y insiste, il n'est peut-être pas habile de mettre l'accent, de continuer de mettre l'accent uniquement sur la grandeur d'une civilisation, sur son antiquité, sur sa beauté, sur sa richesse, même sous les bombes. Tout cela reste inaudible, voire contre-productif, et mieux encore, on bombarde la civilisation, les universités, les sites historiques. Non, il me semble qu'il faut peut-être s'autoriser, au contraire, de l'homologie, d'une homologie démonstrative. Dès lors qu'à l'échelle du monde, des voix solidaires se font enfin entendre aujourd'hui, un socle du même peut être construit, peut être mis au jour et brandi face au mépris colonial et face à la barbarisation. Ce sont ces transversalités historiques urgentes et ces vérités spéculaires que je voudrais promouvoir comme assises en quelque sorte, comme socle, pour nous armer dans l'évidence du même, sur un plan philosophique, éthique et sur un plan stratégique, pour nous armer de la valeur égale des vies humaines quand les principes sacrés du droit n'y suffisent pas, pour la défense de ce principe sacré qu'une vie vaut une vie qui vaut une vie, ce qui est la seule pensée qui vaille à mes yeux.